Bonsoir Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris, vous enseignez également à Bruxelles et à Washington. Dans votre dernier ouvrage intitulé « Les nouvelles règles du jeu, comment éviter le chaos planétaire », coécrit avec Georges Papaconstantinou, vous posez la question, est-il encore possible d'entendre raison dans ce monde qui sombre chaque jour un peu plus dans la division, les croyances idéologiques, la violence des arguments et des armes? Et contre toute attente, vous répondez plutôt oui. Êtes-vous naturellement optimiste ou est-ce que vous vous astreignez à cette discipline pour garder espoir et peut-être pour essayer de nous aider à continuer à voir la lumière? Les deux. Je suis assez optimiste tempéralement, mais surtout, je pense que ce n'est pas utile de se mettre la tête sous le sable et de refuser de regarder la réalité et de cultiver la nostalgie d'un monde qui est en train de disparaître. Donc je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, comment fonctionnent en fait les éléments qui, au total, fournissent un minimum de gouvernance internationale. Et puis essayer de comprendre, du coup, sur la base de ces expériences, dans quelle direction aller. Donc vous pensez vraiment qu'un monde basé sur le multilatéralisme et la raison est encore possible? Je crois qu'il est encore possible. Je suis bien convaincu qu'il est attaqué de toutes parts, et en particulier, bien sûr, de la part du président des États-Unis. Donc, M. Trump ne croit pas du tout au multilatéralisme. Ce n'est pas son schéma de pensée. Et donc, l'idée d'un monde gouverné par des règles, c'est une idée qui recule aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est le grand absent, Donald Trump, de ce sommet de l'ONU sur les océans qui s'est ouvert aujourd'hui à Nice. Vous dites le désengagement américain des grands sujets multilatéraux ne nous condamne pas à l'impuissance. Il faut apprendre à faire sans eux, lutter contre le changement climatique, poser les bases d'un développement durable des océans sans les États-Unis. C'est possible, ça ? Oui, bien sûr, c'est possible. Les États-Unis, sur le climat, c'est un acteur marginal. Sur la biodiversité, c'est un acteur totalement secondaire. Sur les océans même, ils n'ont pas... bien sûr, ils ont des eaux territoriales importantes. Mais vous savez, en dehors des États-Unis, il y a des pays qui s'entendent sur le fond, peuvent agir ensemble. Et à ce moment-là, ces coalitions de volontaires peuvent créer une réponse qui, finalement, montrera que les États-Unis ne sont pas nécessairement si importants que ça. Alors, on va parler d'écologie avant le sommet de Nice. Emmanuel Macron s'en est pris ces derniers jours à la politique du gouvernement sur l'écologie, fustigeant un certain nombre de reculs. J'entends parfois les débats qu'on a en ce moment, là. Beaucoup de choses sont détricotées qui concernaient l'écologie. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle. Parce qu'on fait rarement les projets d'avenir en revenant sur ce qu'on vient de faire. Je le dis en général de là où je suis, parce qu'on a eu beaucoup de constance depuis 8 ans. C'est-à-dire on a dit on peut faire en même temps l'écologie et l'économie. Bonsoir Jean Pisani-Ferry. On l'entend protester, Emmanuel Macron, contre un certain recul écologique. En même temps, comment dirais-je, on ne l'a jamais senti très allant non plus depuis 8 ans qu'il est au pouvoir. Comment jugez-vous cette déclaration ? Un peu surprenante, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'il a donné le sentiment d'avoir un engagement sur ces sujets qui est un peu à géométrie variable. Donc, selon les moments, il prend des positions soit courageuses, soit allantes, soit il dit dans le même mouvement ça en fait trop, il faut redonner place à l'économie. Donc, je ne sais pas très bien où il est. Il n'a pas vraiment de colonne vertébrale sur ce sujet. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il est pris entre des impératifs contradictoires et il n'arrive pas à choisir. Mais alors, par exemple, sur les impératifs contradictoires, est-ce qu'on peut être écolo tout seul ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple, les ZFE, les zones à faible émission, ça crée de l'apartheid social et en gros, voilà, ça exclut des centres-villes les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des voitures neuves. Est-ce que ce n'est pas un argument qu'il faut prendre en compte ? Oui, bien sûr. C'est un argument qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que la transition coûte cher. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut aider les ménages qui n'ont pas les moyens d'acquérir une voiture électrique, d'avoir ces moyens. Il faut soutenir l'acquisition de véhicules électriques. Or là-dessus, typiquement, on a lancé le leasing électrique
et on l'a arrêté au bout d'un mois, pour des raisons budgétaires. Donc, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas vraiment faire. Alors les raisons budgétaires, évidemment, c'est un argument qui est souvent invoqué ces derniers temps. Dans votre rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat, vous réclamiez 300 milliards de dettes supplémentaires pour financer cette transition écologique. Est-ce que c'est vraiment envisageable aujourd'hui dans le contexte budgétaire ? Je ne me réclamais pas 300 milliards de dettes. J'évaluais que les conséquences de la transition écologique, ça allait faire des dépenses en plus et ça allait faire des recettes en moins. Des recettes en moins parce que l'effet sur le PIB, l'effet sur l'activité, risque d'être négatif. Temporairement, hein, je ne crois pas qu'à long terme, ce soit nécessairement ça de manière permanente, mais au fond, si on doit mettre de côté du capital qui est brun et qui, du coup, est fortement émetteur de gaz à effet de serre, pour le remplacer par du capital vert qui, au fond, produit le même service, mais de manière plus climatiquement responsable, ça, ce n'est pas positif pour la croissance. Ça, c'est forcément, il y a un coût à payer. Mais donc, vous êtes l'inverse d'un économiste hors sol, vous êtes dans la réalité des choses. Quand vous dites ça va faire à court terme, ça fait des dépenses en plus et des recettes en moins, ça s'appelle du déficit. Et du déficit, franchement, c'est le seul truc dont on ne manque pas. Est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que l'effort, vous avez dans ce rapport avec Pisani-Ferry-Mafous, rapport dont on avait beaucoup parlé, voilà, vous aviez vraiment, alerté sur les dépenses nécessaires. Est-ce que vous avez le moindre espoir que ça se fasse encore, on parlera du budget, vu le montant de dette auquel nous sommes confrontés? D'abord, tout le monde n'est pas endetté. Les collectivités territoriales, pour des raisons qui tiennent aux normes, aux contraintes, aux normes fixes, ne peuvent s'endetter que dans des mesures très limitées. Donc, je ne propose pas d'endetter l'État, mais je propose peut-être que les collectivités relâchent la tension sur les collectivités territoriales. Et d'autre part, je crois que du côté de la dépense publique de l'État, il faut trouver effectivement d'autres moyens. Depuis qu'on a écrit le rapport, les choses ont changé, je le reconnais parfaitement. Les taux d'intérêt ont augmenté, la situation budgétaire de la France s'est aggravée. Détériorée, voilà. Et donc, il faut utiliser d'autres instruments. Utiliser d'autres instruments, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, déplacer la charge des finances publiques sur les acteurs privés. Les acteurs privés qui peuvent, c'est-à-dire les ménages. Ça veut dire créer un impôt, en français. Non, pas seulement. Ça veut dire demander, par exemple, que les voitures, les flottes de véhicules des grandes entreprises fassent une place plus grande aux véhicules électriques, puisque c'est elles qui alimentent le marché de l'occasion. Donc c'est une obligation, ce serait une obligation pour les grandes entreprises, et ça leur coûterait de l'argent, c'est-à-dire qu'on déplacerait en partie le problème des finances publiques sur la réglementation qui, du coup, imposerait des coûts à court terme aux entreprises. Mais vous aviez aussi parlé de créer un impôt un impôt sur le patrimoine non immobilier des Français les plus fortunés, ce qui va à l'encontre du dogme macroniste. Oui, d'ailleurs, j'ai bien observé que la réponse à cette proposition a été une fin de non-recevoir immédiate. Moi, je crois que la transition écologique, c'est quelque chose qui, nécessairement, est assez spontanément inégalitaire. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'acheter une Tesla, et même si les gens qui peuvent s'acheter une Tesla ne veulent plus de Tesla, ils ne peuvent pas s'acheter un véhicule électrique. Donc, cette dimension des inégalités est très forte. Et c'est ça qui explique, en partie, le backlash contre l'écologie. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'on les met devant une impossibilité. Alors justement, la taxe Zuckman qui propose d'instaurer un impôt minimal de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, elle va être discutée ce jeudi au Sénat. Est-ce que vous la voteriez, Jean Pisani-Ferry ? Écoutez, je ne suis pas sénateur, mais j'ai fait avec Gabriel Zuckman et Olivier Blanchard une tribune qui doit paraître dans Le Monde demain ou après-demain et qui explique pourquoi, effectivement, la question se pose. Et la question se pose par le fait que aujourd'hui,
les centimillionnaires, les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine, payent moins d'impôts en proportion que les gens qui sont simplement millionnaires. Bon. Et ça, c'est une insulte à l'équité fiscale. Et pour cette raison, je pense que effectivement, la taxe Zuckman, c'est-à-dire un impôt sur le patrimoine, qui ne soit pas un impôt sur le revenu, mais un impôt sur le patrimoine, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté et qui a une valeur importante dans les conditions actuelles. On va parler du budget. François Bayrou veut réduire le déficit de 40 milliards d'euros. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? C'est en principe souhaitable, non pas de le réduire de 40 milliards d'euros, mais de les réduire progressivement, pas à pas, sur une période de plusieurs années. Pardon, je vous interromps. Donc l'objectif de 40 milliards dès cette année, vous dites, c'est pas une bonne idée? Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, parce que je crois que c'est trop lourd. Ça fait 1,3% du PIB. On est dans une situation économique difficile, dans laquelle la croissance est faible. Je ne voudrais pas qu'en faisant un ajustement budgétaire brutal, on précipite l'économie française dans la récession. Qu'on meurt guéri. On meurt guéri, si vous voulez. Donc je ne suis pas partisan de ça. Je suis partisan de faire moins, mais de le faire de manière continue. Le Conseil d'analyse économique avait étudié la question. Il proposait de faire un ajustement budgétaire sur 7 ans, de faire à peu près 25 milliards par an. Et ça me paraît plus raisonnable que de vouloir faire tout à coup 40 milliards. Et comment on fait 25 milliards d'économies sans que cela pèse sur les plus faibles? C'est possible? C'est possible, mais ça nécessite de la méthode, de la constance, ça nécessite... Non, mais il ne s'agit pas D'abord, ça nécessite de répartir la charge entre les impôts et la baisse des dépenses. Moitié-moitié? Peut-être pas moitié-moitié, mais je dirais la bonne proportion, c'est un tiers de hausse des prélèvements et 2 tiers de... D'accord, donc sur 27 milliards, ça ferait à peu près 7-8 milliards d'augmentation d'impôts et le reste en baisse de dépenses. Le reste en baisse de dépenses. Le reste en limitation de la dépense. Oui, parce que ce n'est pas forcément de la baisse, mais en limitation de la dépense. Et ça me paraît un bon équilibre macroéconomiquement. Et le fait de savoir si c'est socialement acceptable, ça dépend de la composition de cet ajustement. Ça dépend du fait de savoir où on fait porter, quel prélèvement on augmente et quelles dépenses on baisse. Justement, sur les dépenses, si Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, vous appelle et vous demande « Mon cher Jean, trouvez-moi 3 mesures d'économie importantes qui permettent de réduire les dépenses publiques, mais qui ne sont pas socialement insupportables », qu'est-ce que vous lui proposez? Qu'est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on peut faire pour réduire la dépense publique sans que ça soit récessif et injuste? D'abord, je pense que ce n'est pas forcément dans l'État qu'il faut aller chercher ces économies. Vous savez que les dépenses des collectivités territoriales, correction faite du périmètre de leurs compétences, ont augmenté massivement. Les dépenses sociales ont augmenté massivement, les dépenses de l'État ont augmenté sensiblement moins. Donc vous réduiriez les dépenses sociales? Je réduirais d'abord les dépenses des collectivités territoriales. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de... Mais elles investissent, les collectivités territoriales. Elles construisent des lycées, des universités, des écoles, des gymnases, des ronds-points. Oui. Et ça fait de l'emploi. Oui, mais je pense qu'il faut que les collectivités territoriales acceptent d'aller vers une dépense plus efficace et que, du coup, elles privilégient ce qui est véritablement générateur de développement local. Les dépenses sociales, il y a évidemment la dépense d'assurance maladie. Et bon, comme vous savez, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, dans la dépense maladie, il y a des transports médicaux. Ce sont des domaines dans lesquels on peut faire des économies. On a vu que c'est pas facile. On a vu que c'est pas facile, mais peut-être plus à cause des taxis qu'à cause des patients. Mais le gouvernement a raison d'essayer de resserrer un petit peu la vis sur cette question? Oui, parce que la dépense de transports médicaux explose.
elle a augmenté beaucoup plus que ça n'est probablement justifié. Bon, il se trouve que moi, j'ai fréquenté pas mal l'hôpital et je me proposais sans cesse des taxis pour me ramener chez moi, alors que je n'avais pas besoin, je pouvais rentrer en métro. Mais on ne va pas trouver, là, les dépenses de transport de taxi, c'est 7 milliards d'euros. La réforme concerne 150 à 200 millions d'euros. Et on voit avec quelles difficultés ça se fait. D'ailleurs, on sait qu'après-demain, ils ont décidé de bloquer Bercy et de se joindre éventuellement aux acteurs du BTP. Est-ce qu'on peut trouver, même si c'est que 25 milliards d'euros et une partie par la dépense, donc s'il faut trouver 12-15 milliards d'euros, est-ce que c'est avec des petites mesures comme ça qu'on les trouve? Est-ce que on peut y arriver sans réduire massivement la dépense sociale? Oui. Je pense que les dépenses sociales, il y a la santé, il y a la vieillesse, Oui, les gros morceaux des dépenses sociales. Et sur la santé, je pense qu'on peut gagner en efficacité. Sur la vieillesse, ça renvoie à tous les débats sur la réforme des retraites. Mais je pense qu'on peut gagner là-dessus avec un effort de méthode et un effort pour aller chercher la dépense qui n'est pas efficace. Alors, vous avez parlé des retraites. Le conclave se poursuit dans un nouveau rapport. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, prévoit un déficit plus important à l'horizon 2070 et recommande de reculer encore une fois l'âge légal de départ. Est-ce que vous êtes pour 66 ans et demi en 2070 ? Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Ça me paraît assez raisonnable. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où l'espérance de vie continue d'augmenter, et où la démographie est défavorable parce qu'il y a moins de naissances, on a un problème d'équilibre du système par répartition. Donc il faut... Ce qu'ont fait les pays qui ont réussi à équilibrer leur système de retraite, c'est de s'y prendre très longtemps à l'avance et d'annoncer très longtemps à l'avance comment allaient évoluer les paramètres. Ce qu'on ne sait pas faire en France, en France, on fait systématiquement une réforme qui, au mieux, améliore les choses pour un quinquennat ou deux. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais donc là où les partenaires sociaux réunis en conclave, enfin les syndicats en tout cas, veulent revenir sur les 64 ans, vous vous dites qu'aller au-delà des 64 ans est inéluctable. Vous, l'homme de gauche. Je dis ça, mais je pense qu'il faut travailler en même temps, d'abord sur le fait d'anticiper, que tout le monde sache que l'âge de la retraite va reculer, que la durée de cotisation, on peut travailler à la fois sur l'âge de la retraite, l'âge légal et la durée de cotisation. Et je pense que aussi, si on le sait et si c'est anticipé, tout le monde peut s'y préparer, y compris bien sûr les entreprises qui, de ce point de vue-là, ont une lourde responsabilité en termes d'emploi des seniors. Mais vous voyez avec quelle difficulté on arrive déjà à essayer de faire passer les 64 ans. Vous pensez que 66 ans et demi, ça serait possible? Il y aurait un consensus social qui pourrait se dégager sur la question? On parle de 2070. C'est vrai. C'est ça. Si vous y prenez maintenant... Je veux dire, ce qui ne va pas, c'est de se dire à chaque fois, on essaie de viser à relativement court terme et la suite, on la laisse pour les générations suivantes ou pour les gouvernements suivants. Ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Édouard Philippe a parlé il dit on ne sauvera pas le régime par répartition si on n'introduit pas un peu de capitalisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut un peu de capitalisation obligatoire? Tout le monde a le droit, évidemment, d'épargner pour sa retraite. Lui, il parle de capitalisation obligatoire. Chacun, quel que soit son salaire, serait obligé de mettre un peu de côté pour sa propre retraite. Est-ce que c'est un système qui est à votre faveur? C'est un système... Je suis favorable à un équilibre entre répartition et capitalisation. Mais au point où on en est, ce qu'on doit faire, si on va dans cette direction, c'est essentiellement d'augmenter la capitalisation au détriment de la répartition. Donc, on va demander aux gens de payer à la fois pour leur propre retraite et pour les retraites des générations suivantes. Ça vous paraît difficile? Ça me paraît difficile.
On parle des droits de douane. Nous sommes en pleine négociation avec les États-Unis pour éviter une guerre commerciale. Donald Trump, le 23 mai dernier, expliquait, on va l'entendre, à quel point il faut être dur avec l'Europe. Il y avait des restrictions contre nous pour vendre des voitures à l'Union européenne, ce qui n'est pas agréable. Et je viens de dire qu'il est temps que le jeu se joue à ma façon. Tout le monde veut conclure un accord. Je suis sûr que maintenant, l'Union européenne veut vraiment conclure un accord. Ils ne le font pas correctement. Ils ne s'y prennent pas correctement. Dans votre chronique du Monde cette semaine, vous signez une chronique passionnante chaque fin de semaine dans le Monde. Vous semblez émettre des doutes sur la stratégie de l'Europe qui négocie assez gentiment, et vous donnez même en exemple le Canada qui a répliqué fermement. Est-ce que nous, l'Europe, la Commission, est-ce que nous sommes trop gentils avec Donald Trump ? Mou, en tout cas. Trop mou. Trop mou. C'est pas quelqu'un avec qui il faut être gentil ou accommodant. C'est quelqu'un avec qui il faut être net et ferme. Donc, c'est ce que nous a montré le Premier ministre canadien Mark Carney, ce que nous montrent par ailleurs les Chinois, mais bon, on ne se compare plus facilement au Canada. Et ça a marché, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire, c'est comme ça que la négociation s'engage sur des bases plus équilibrées. Aller essayer d'apaiser Donald Trump en montrant qu'on est des bons citoyens du monde, qu'on peut trouver des compromis, il déteste la faiblesse, enfin, ou il aime la faiblesse des autres. Donc vous êtes un social-démocrate dur. C'est vrai, vous êtes un pur social-démocrate, disant qu'il faut toujours du dialogue, etc. Et là, vous dites, avec Trump, le dialogue, ça va comme ça. Il faut répliquer. C'est pas un défaut. Le dialogue, ça se fait à deux. Hein. C'est ça. Donc, je ne pense pas qu'avec Donald Trump, le dialogue, ce soit nécessairement le meilleur des comportements. Donc entrer dans une confrontation, y compris en répliquant sur les mêmes droits de douane annoncés par les États-Unis ? Ou ailleurs, hein, parce que on a, c'est pas un conflit purement commercial, c'est un conflit en général sur la conception de l'ordre international et la manière de gérer les biens communs mondiaux. Donc sur quel levier non commercial, par exemple, on pourrait appuyer ? On peut appuyer sur par exemple, sur les GAFAM et leur place en Europe, le traitement de ces entreprises. La réglementation. La réglementation. On l'a fait déjà, mais on peut le faire encore davantage. Mais est-ce que Donald Trump, il veut protéger son économie, donc il fait du protectionnisme. Est-ce que c'est un gros mot ? Après tout, un chef d'État, il a été élu pour protéger les salariés et les travailleurs de son pays. Est-ce que c'est un gros mot ? Est-ce que parfois, l'Europe n'a pas été trop naïve et n'a pas à renoncer à un certain protectionnisme intelligent, et peut-être qu'elle aurait dû le faire avant ? Elle a été naïve. Elle a cru à un monde peuplé de gentils garçons. D'herbivores, comme disait le président. Mais ça, elle s'est réveillée. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Donc, il faut essayer de répondre sur le même terrain que Donald Trump. Je voudrais vous parler un peu de politique pour terminer. Vous avez là, à de nombreuses reprises, pointé vos désaccords avec Emmanuel Macron. On sait que vous avez été un des rédacteurs de son programme économique en 2017. Il est contre l'augmentation de votre impôt écologique, il est contre la taxe Zuckman, il est contre ce que vous présentez comme un certain nombre de mesures de justice fiscale. Est-ce que vous avez compris pourquoi ? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans sa tête ? Non, pas vraiment. Je vous surprendrais si je disais je sais ce qui se passe dans sa tête. Non, je pense qu'il était parti sur une proposition, qui est la raison pour laquelle je l'ai rejoint, qui ne correspond pas à la politique qu'il met en œuvre, qu'il a mise en œuvre en tout cas ces dernières années. Il a eu des oscillations qui sont difficiles à comprendre. Donc, prenez la transition écologique. Hein, il a créé
le secrétaire général à la transition écologique, à la Vincent. planification écologique. Antoine Payon. Il vous êtes déçu? Un peu, oui. Oui. Pas sur tous les sujets. Je trouve que sur les sujets internationaux, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là et heureusement qu'il fait entendre cette voix dans le Conseil européen et sur la scène internationale. Mais sur d'autres sujets, il m'a déçu. Mais il vous a déçu parce qu'il est peut-être trop sensible aux impératifs des patrons et moins aux inégalités? Je pense qu'il faut lui poser la question. Je pense que J'adorerais. Comment ? J'adorerais lui poser la question. Je pense qu'il a cru que les inégalités, de combattre les inégalités, ça ne se faisait pas par la fiscalité, et ça se faisait par la mise en capacité. Il y a une chose qui est une clé de lecture, qui est souvent pertinente avec Emmanuel Macron. Il cherche à faire le contraire de ce qu'a fait François Hollande. François Hollande a fait de la fiscalité de manière massive. Jusqu'au ras-le-bol fiscal dénoncé par Pierre Moscovici. Oui, même après. Ouais. Et Emmanuel Macron a dit moi je ne ferai pas ça. Et il est parti dans cette direction. Alors, il a essayé de jouer sur tout ce qui est de combattre contre l'assignement social, de renforcer l'égalité des chances, etc. L'assignation à résidence, comme il dit. L'assignation à résidence. Tout ça, c'est tout à fait positif, mais il n'a pas trouvé le bon équilibre entre ça et une dose aussi de redistribution fiscale. Vous êtes un homme de gauche, social-démocrate, disait Gilles tout à l'heure. Qui vous paraît le mieux armé aujourd'hui pour incarner, dans la perspective de 2027, cette gauche raisonnable? Si je le savais, je vous le dirais. Je vous demandais plus cash si Raphaël Glucksmann, qui paraît le mieux placé, très européen comme vous demande des conseils. Est-ce que vous les lui donneriez? Oui, je lui donnerais comme je donnerais à d'autres. Mais si vous me posez la question de savoir est-ce qu'il a l'étoffe pour, c'est un peu ce que je demande. Pour convaincre les Français, je pense qu'il en est loin encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean Pisani-Ferry d'avoir été notre invité dans Autrement dit ce soir sur France Info.